Les hybrides rechargeables sont-ils le meilleur des deux mondes ou un mauvais compromis? Pour le découvrir, j'ai chaque version de la nouvelle BMW série 5, l'électrique, l'essence et l'hybride rechargeable. Je vais conduire chacune de ces voitures sur autoroute, sur route de campagne et en ville. Et nous verrons exactement combien elles coûtent réellement à utiliser et à posséder. Et ce n'est peut-être pas tout à fait ce à quoi vous vous attendez. C'est la pire course que j'ai jamais perdue. Je vais aussi comparer les voitures pour vous montrer les différences entre la version essence, la version électrique et l'hybride. Et je vous dirai exactement laquelle acheter et laquelle éviter. Je suis Matt Watson et vous regardez CarWow. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien parce que sur le papier, les hybrides rechargeables semblent presque trop beaux pour être vrais. Ils coûtent moins cher à l'achat qu'une voiture électrique équivalente, offrent d'importants avantages fiscaux à leurs conducteurs et devraient être meilleurs pour l'environnement qu'une voiture essence équivalente. De plus, ils annoncent des consommations de carburant complètement incroyables. Mais ces affirmations sont-elles exagérées? Pour le découvrir, je vais parcourir un trajet de 100 km afin de mesurer exactement combien de carburant et d'énergie ils consomment lorsque la batterie est chargée, dans le meilleur des cas. Ensuite, nous referons le même trajet avec une batterie déchargée pour voir la différence. Car c'est ainsi que beaucoup de propriétaires d'hybrides utilisent leur voiture lorsqu'ils parcourent de longues distances. La BMW série 5 essence et la i5 électrique feront également le même trajet exactement. Ainsi, nous aurons une comparaison équitable pour déterminer ce qui est le mieux, essence, 100% électrique ou hybride rechargeable. Je vais aussi vous dire combien de miles vous devez parcourir uniquement en mode électrique avec cet hybride rechargeable pour compenser le surcoût par rapport à la 520i classique. Vous allez être surpris. Voici le prix catalogue recommandé de chacune de ces voitures. Mais voici combien vous pouvez économiser sur chacune d'elles en ce moment grâce à CarWow. Et si vous préférez le leasing, voici le coût mensuel sur 3 ans si vous en louez une via CarWow Leasy. C'est exact, nous avons désormais aussi notre propre service de leasing CarWow. Pour le découvrir, cliquez sur la bannière qui s'affiche en haut ou scannez le QR code à l'écran maintenant. Il y a également un lien dans la description de cette vidéo où vous pouvez simplement rechercher CarWow sur Google. Malgré leur prix d'achat plus abordable, les ventes de voitures essence au Royaume-Uni sont en baisse, tandis que les hybrides et les véhicules électriques plus chers gagnent du terrain. Et il y a une raison principale à cela, les taxes. Le gouvernement offre d'importants avantages fiscaux pour ces voitures, surtout si vous êtes conducteur de voitures de fonction. Pour un contribuable fortement imposé, la facture fiscale sur 3 ans est tout simplement énorme. 19 849 livres pour la 520i. C'est ce qu'il doit réellement payer au fisc. Alors que pour l'hybride, elle n'est que de 7 139 livres. Et pour la i5 électrique, la facture fiscale totale est de 3 559 livres. Mais avec un gouvernement qui pousse activement les gens vers les hybrides et les véhicules électriques sous prétexte d'un coût d'utilisation plus faible, même si cela peut être vrai pour les conducteurs de voitures de fonction, pour tous les autres, j'en doute. Mais je veux en avoir le cœur net. Ce que je vais faire, c'est déterminer jusqu'à quelle distance on peut rouler avec cet hybride rechargeable en mode 100% électrique. Je l'ai réglé sur un mode où il fonctionne uniquement à l'électrique. Vous pouvez voir ici qu'il peut attendre jusqu'à 140 km/h uniquement en électrique et qu'il offre environ 50% de sa puissance dans ce mode. J'imagine que si j'écrase l'accélérateur, le moteur thermique se déclenchera pour fournir plus de puissance. Donc je dois être assez doux avec l'accélérateur, car l'objectif est de voir jusqu'où je peux aller uniquement en électrique sans moteur à combustion interne. BMW affirme que cette voiture devrait pouvoir parcourir entre 95 et 103 km uniquement en mode électrique. J'ai une batterie pleine et elle m'indique une autonomie électrique de 98 km. Bon, allons-y et voyons ce qui se passe. Pendant que je conduis, je dois m'assurer que cette jauge ne dépasse jamais les 50, donc il faut être très prudent. En fait, il y a déjà pas mal de puissance jusqu'à ce seuil. Je pense que l'idée, c'est de l'utiliser un peu comme un prolongateur d'autonomie, de façon à rouler la plupart du temps uniquement en électrique. Si vous avez besoin de plus de performance, vous bénéficiez alors d'un coup de boost du moteur essence. Et si vous parcourez de longues distances, vous n'avez pas à vous soucier de la batterie qui se vide, car l'autonomie combinée est annoncée à environ 952 km. Et bien sûr, vous pouvez simplement vous arrêter à une station-service pour faire le plein rapidement. Pour l'instant, cet hybride rechargeable semble être une très bonne idée, mais vais-je changer d'avis plus tard? Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est temps de faire un petit cours d'histoire. Il existe 3 principaux types de voitures hybrides. Les micro-hybrides, les hybrides classiques auto-rechargeables et les hybrides rechargeables. Cette 520i est techniquement un micro-hybride. Elle possède une batterie et un petit moteur de 18 chevaux pour assister le moteur thermique, mais elle ne peut pas rouler uniquement en mode électrique. En gros, il sert simplement à récupérer un peu d'énergie au freinage, puis à l'utiliser pour alimenter les équipements auxiliaires et donner un léger coup de boost lorsque vous appuyez sur l'accélérateur. Les systèmes micro-hybrides permettent aussi de réduire légèrement les émissions de CO2 d'une voiture. Ensuite, il y a les hybrides auto-rechargeables, comme la première Toyota Prius. Ils utilisent un moteur essence combiné à un moteur électrique plus puissant, capable d'entraîner les roues seules ou en combinaison avec le moteur thermique. Ils se rechargent en récupérant l'énergie perdue au freinage ou en utilisant le moteur thermique comme générateur. La plupart des hybrides auto-rechargeables peuvent rouler à basse vitesse et sur de courtes distances uniquement en électrique.
Mais dès que vous accélérez franchement et souhaitez aller plus vite, le moteur essence se met rapidement en marche et prend le relais. Et cela nous amène aux hybrides rechargeables, apparus à la fin des années 2000 avec la BYD F3DM et la Chevrolet Volt. Ils disposent de batteries plus grandes, rechargeables sur une source externe, ce qui leur permet d'offrir une plus grande autonomie en électrique, une meilleure consommation de carburant et moins d'émissions. Ces voitures peuvent souvent parcourir plus de 16 km en mode 100% électrique et atteindre des vitesses allant jusqu'à environ 113 km/h. Toujours uniquement en électrique. Ils offrent également de meilleures performances car les moteurs électriques sont encore plus puissants que ceux des hybrides autorechargeables. BMW a adopté cette approche hybride rechargeable avec sa 530e. Elle dispose d'une batterie de 19,4 kWh et peut théoriquement parcourir jusqu'à 103 km avec une charge complète. Mais contrairement aux anciens hybrides, cette nouvelle BMW intègre quelques fonctionnalités avancées conçues pour maximiser l'autonomie, ce qui demande un petit temps d'adaptation. Premières impressions, elle est plutôt agréable à conduire. Elle est douce, silencieuse, la suspension est bonne. Je l'aime bien. J'ai activé la récupération d'énergie adaptative, donc la voiture freine automatiquement, enfin je pensais que c'était ça, mais à la fin le freinage automatique s'est déclenché, oui. Elle utilise un système adaptatif capable de détecter quand vous vous rapprochez du véhicule devant et d'appliquer automatiquement davantage de freinage régénératif. Vous voyez ce petit indicateur-là. Donc vous n'avez pratiquement pas besoin de toucher à la pédale de frein, la voiture le fait pour vous, et de la manière la plus efficace pour envoyer de l'énergie dans la batterie. Cela fonctionne exactement de la même façon sur la i5. Les freins des voitures hybrides et électriques peuvent parfois sembler un peu brusques, mais ici ce n'est pas trop le cas. Ce sera intéressant de comparer avec la 520i qui utilise simplement des freins classiques. Bon, je suis sur une route de campagne, voyons ce que ça donne en tenue de route. Voici un virage assez serré. Est-ce que je peux simplement m'y engager rapidement et passer sans problème? Oh, j'ai le freinage régénératif. En fait, la voiture sait qu'un virage arrive grâce au système de navigation. C'est relié et la voiture a automatiquement commencé à ralentir, mais j'ai pris ce virage à 79 km/h dans une zone limitée à 80 km/h. Elle tient vraiment très bien la route. Je pense que le poids supplémentaire de cet hybride peut jouer contre lui si on attaque vraiment fort. Mais à ce moment-là, vous dépassez de toute façon les limitations de vitesse. Donc pour la plupart des gens, oui, ça fonctionne vraiment très bien à mon avis. Je conduirai les autres voitures plus tard dans cette vidéo pour voir comment elles se comparent. Mais j'ai déjà trouvé quelque chose que je n'aime pas sur la 530e. J'ai tous les systèmes de sécurité activés. Donc si je m'approche trop de la ligne blanche, le volant se met à vibrer et la voiture se fâche un peu. Les voitures modernes sont toutes équipées de systèmes comme l'alerte de vitesse, le maintien dans la voie, etc. pour vous garder en sécurité. Mais parfois, ça peut être agaçant. Donc je vais essayer de les désactiver maintenant dans cette voiture. Je pense que ça peut être assez difficile à faire en conduisant, mais c'est souvent le cas, et il faut recommencer à chaque fois que vous redémarrez la voiture. Bon sang, où est le bouton? Hey BMW, désactive le maintien dans la voie. Il n'y a actuellement aucun système d'assistance à la conduite active que je puisse désactiver. Hey BMW, désactive l'alerte de limitation de vitesse. D'accord, je vais la désactiver. Parfait. Hey BMW, désactive l'alerte de franchissement de ligne. Êtes-vous sûr de vouloir désactiver l'alerte de franchissement de ligne? Oui, j'en suis absolument sûr, parce que je dois contourner ce sac. Voilà, vous voyez, c'était pratique. Juste à temps. Oh, ça c'était limite. Le moteur a failli se mettre en marche. Bon, là c'est un vrai test pour la suspension de la voiture, parce que c'est l'une des pires routes d'Oxford. C'est horrible. Mais même si cette voiture n'a pas d'amortisseur adaptatif, que je mettrais normalement sur un modèle comme celui-ci, ça passe parfaitement, même quand je tape dans un énorme nid de poule, et avec des roues assez grandes. Il y a une chose que j'ai remarqué à propos de cet hybride. Il donne vraiment l'impression d'être assez lourd. Mais bon, c'est normal, elle pèse 2000 kg. Autre point qui m'a un peu déçu, certaines finitions semblent un peu bon marché pour une série 5. Par exemple, le toucher des commandes, les clignotants. C'est très plastique, on dirait une voiture japonaise des années 90. Je vous le dis, le clignotant de mon ancien X5 de 2002 me semblait plus haut de gamme que celui-ci. Heureusement, il n'y a rien de cheap dans la façon dont cette voiture se conduit. Ce n'est peut-être pas sportive, mais le poids supplémentaire n'a pas affecté le confort. À ce moment-là, nous étions sur le point de rejoindre l'autoroute. J'ai donc pris la 520i pendant quelques miles pour la comparer directement avec l'hybride rechargeable. J'ai immédiatement remarqué la différence. Elle semble un peu plus sportive, plus réactive. Elle paraît plus légère que l'hybride rechargeable, parce qu'elle l'est nettement plus légère. Et du coup, elle offre une sensation légèrement plus agréable. Et même si elle semble plus sportive, la suspension reste tout aussi confortable. Cette portion de route est vraiment mauvaise, mais ça passe parfaitement. Un point que je remarque toutefois par rapport à l'hybride rechargeable. Évidemment, le moteur thermique tourne tout le temps et on l'entend un peu. Est-ce que ça me dérange? Pas vraiment. Ce n'est juste pas aussi paisible que l'hybride quand il est en mode 100% électrique, mais ça ne me gêne pas. En fait, on entend bien plus le bruit des pneus que le moteur. L'hybride rechargeable a plus de puissance grâce au moteur électrique qui vient assister le moteur thermique, mais je vais appuyer à fond. Honnêtement, il ne semble pas beaucoup plus lent. C'est parce qu'il n'a pas autant de poids à déplacer.
Ce sera intéressant de voir la différence réelle lors du 0 à 100 km/h. L'écart ne sera peut-être pas aussi important qu'on pourrait l'imaginer. Mais il y a un autre effet important lié à l'augmentation du poids des voitures, et cela concerne les émissions. J'ai mentionné plus tôt que la fiscalité de ces voitures dépend de leurs émissions de CO2 en grammes par kilomètre. La 520i émet 130 grammes par kilomètre, la 530e seulement 14 grammes par kilomètre. Et bien sûr, la i5 émet 0 grammes par kilomètre de CO2 à l'échappement, puisqu'elle n'a pas de pot d'échappement. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Car si vous voulez une voiture vraiment meilleure pour l'environnement, il ne faut pas seulement prendre en compte les émissions à l'échappement, mais aussi celles liées à la production du véhicule lui-même. Celles-ci sont généralement beaucoup plus élevées pour les voitures hybrides et électriques, car elles nécessitent davantage de matériaux, comme le lithium, le cobalt, le cuivre et le nickel pour fabriquer leurs batteries, ce qui a un impact environnemental significatif. Par exemple, la production d'une 520i génère 11,1 tonnes de CO2. Avec la 530M, ce chiffre monte à 14,6 tonnes. Et pour la i5, c'est 17 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère pour la production du véhicule. En conséquence, vous pourriez acheter une 520i et parcourir plus de 25 700 km avant d'émettre autant de CO2 qu'il en a fallu pour produire une 530M neuve. Et ce chiffre grimpe à plus de 43 500 km pour la i5. Bref, revenons à la conduite de l'hybride. Bon, on entre maintenant sur l'autoroute. J'ai besoin d'un peu plus de performance ici, mais je gère. Et ça va. En fait, elle accélère probablement comme une ancienne série 5 avec le moteur le moins puissant. Je pense que sur autoroute, dans ce genre de situation, si vous voulez effectuer un dépassement, vous devrez probablement enclencher le moteur essence. Donc je vais devoir faire comme si je conduisais une vieille voiture peu performante et anticiper mes dépassements à l'avance. Il y a un truc un peu agaçant. Je n'ai pas de régulateur de vitesse adaptatif sur cette voiture. Ce n'est pas de série. C'est un peu décevant, honnêtement. Vous avez un régulateur adaptatif sur une Toyota Yaris d'entrée de gamme, mais pas sur cette BMW assez chère. Tout est une question d'option, et de combien ils peuvent vous faire payer en plus. Bon, j'imagine que leur objectif, c'est de gagner de l'argent, pas seulement de fabriquer des voitures. Je veux juste dire un rapide merci à Steven James BMW pour nous avoir prêté cette voiture, ainsi que la 520i. C'est vraiment intéressant. Quand j'accélère, même sans dépasser cette fameuse limite, on entend un bruit comme si le moteur essence se déclenchait, mais il n'y a aucun à-coup. Je pense que c'est un bruit artificiel. Vérifions rapidement le trajet pour être sûr que je roule uniquement en électrique. Donc 34 km au total, 34 km en mode électrique. Oui, il indique qu'il me reste 61 km d'autonomie en électrique. Et j'ai parcouru 34 km, donc ça fait un total de 95 km. Au départ, il annonçait 100 km, donc c'est assez proche pour le moment. Et tout ça sur autoroute, qui est pourtant l'environnement le moins favorable pour l'électrique. On va bientôt entrer en ville, où ces voitures sont vraiment à leur avantage. Je pourrais même récupérer un peu d'autonomie. Bon, on arrive à Oxford maintenant. On va rouler à environ 48 km/h, parfois à 32 km/h. Ça vaut le coup de refaire un point sur l'autonomie. Il me reste 43 km de batterie. Voyons maintenant ce que donne la i5. Il me reste 86% de batterie, ce qui correspond à 459 km d'autonomie. Et toi, 520i, combien il te reste dans le réservoir? Il me dit que je peux encore faire 911 km, et l'aiguille n'a même pas bougé, donc toujours autour de 90%. Eh bien, moi non plus, l'aiguille du réservoir n'a pas bougé, donc ça va aussi. Ce qui est intéressant, c'est que même si ma voiture n'a pas encore utilisé une goutte d'essence, son autonomie totale combinée est légèrement inférieure à celle de la 520i, 899 km. Ah, ça ressemble davantage à l'Oxford que j'imaginais. Franchement, ça me donne envie de retourner à l'université. Tu vois ce que je veux dire? Être jeune, au soleil, avec 50 000 livres de dette. Il me reste 97 km d'autonomie en mode 100% électrique. Voyons combien j'ai parcouru? 67 km. Disons 68 km. Donc ça fait un total de 165 km en électrique uniquement. Donc oui, elle atteint vraiment l'autonomie annoncée. Mais est-ce que la i5 atteint elle aussi son autonomie annoncée? BMW dit qu'elle devrait faire 602 km avec une charge complète. Nous avons parcouru 68 km. Donc si la prévision de BMW est correcte, il devrait rester 534 km d'autonomie. i5, quelle est ton autonomie restante? Il me reste 82% de batterie, ce qui correspond apparemment à 410 km. C'est vraiment intéressant, non? Comment se fait-il qu'il soit précis pour cet hybride, mais pas pour la voiture électrique? Et pourtant, j'ai roulé entièrement en électrique. Regardez. J'ai décidé de passer dans la i5 pendant un moment pour voir par moi-même ce qui se passe. Une chose qu'on remarque en conduisant la i5, c'est la performance supplémentaire. Quand on appuie sur l'accélérateur, la réponse est instantanée. Franchement, ça vous plaque immédiatement vos sièges.
L'accélération s'essouffle ensuite plutôt que de monter progressivement comme sur une voiture à moteur thermique, mais c'est quand même plus impressionnant. Autre point intéressant, pour une raison quelconque, même si elle est plus lourde, la suspension semble plus souple. Peut-être parce que le poids appuie davantage dessus, ce qui lui donne un peu plus de débattement. Ce qui est aussi intéressant par rapport à la 520i, c'est que je remarque davantage le bruit du vent, puisqu'il n'y a pas de bruit moteur. Et, chose étrange, même si elle est plus lourde que l'hybride, elle semble mieux tenir la route. Peut-être parce que tout le poids est placé très bas avec les batteries. Cela dit, elle ne paraît pas aussi réactive qu'une 520i, qui est beaucoup plus légère. Tu sais quoi? Si je cherchais le confort, je choisirais cette i5. Mais pour une conduite plus sportive, je prendrais clairement la 520i. Ce qui laisse l'hybride rechargeable un peu perdu entre les deux, coincé au milieu, sans vraie spécialité. Mais peut-être que la plus grande force de la 530e, c'est son coût d'utilisation, car pour l'instant, elle se rapproche beaucoup plus de ses chiffres de consommation annoncés que je ne l'imaginais. Et quand on est remonté dans l'hybride après avoir conduit la i5 pendant un moment, j'ai remarqué qu'il restait encore une énorme autonomie combinée de 877 km. Hé, 520i, quelle est ton autonomie? Il me dit que j'ai 880 km d'autonomie et on dirait que le réservoir est toujours plein. Donc il est légèrement devant, mais j'ai un peu réduit l'écart. On verra comment ça évolue plus tard dans la vidéo quand ma batterie sera vide. Ça ne devrait plus tarder. Il me reste 10 km de trajet, mais il indique seulement 8 km d'autonomie électrique. Ce sera intéressant de voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une petite réserve, comme sur les voitures électriques, ou est-ce que le moteur thermique va se déclencher dès que j'atteins 0? Pour l'instant, il ne s'est pas encore activé. Je me demande à quel moment il va démarrer. Voilà, il reste 3 km d'autonomie, et j'ai parcouru 87 km, donc 90 km au total. Maintenant, il indique 1 km restant, j'ai parcouru 88 km, et ça reste bloqué sur 1 km depuis un bon moment. Bon, on est à 90 km, voilà. Plus de batterie, mais le moteur ne s'est toujours pas enclenché, donc il semble qu'il y ait une petite réserve, comme sur les véhicules 100% électriques. Ah, voilà, le moteur vient de se déclencher, et l'indicateur est devenu gris. Donc, 90,6 km parcourus uniquement en électrique. On est maintenant passé sur le moteur thermique. Cela représente environ 88% de ce que BMW annonce pour ce modèle en mode électrique. Et ça signifie que la 530e a consommé en moyenne 2,9 miles par kWh, soit environ 4,7 km par kWh. La e-Sive a atteint 3,9 miles par kWh, environ 6,3 km par kWh, et la 520i a fait 47,7 miles par gallon, soit environ 5,9 litres par 100 km, ce qui est très proche des chiffres annoncés. Au final, cela signifie que le trajet avec la e-Sive était le moins coûteux. Ensuite vient la 530N et enfin la 520i, qui est la plus coûteuse. Mais malgré cela, il faudrait rouler en 530e uniquement en mode électrique pendant presque 9 ans et parcourir environ 112 000 km pour compenser son surcoût par rapport à la 520i. Et si vous pensez que c'est déjà beaucoup, la i5 mettrait presque 25 ans et 322 000 km pour devenir rentable face à la 520i. Évidemment, ce serait plus avantageux si vous achetiez ces voitures via CarWow, car l'hybride rechargeable et la voiture électrique bénéficient de remises plus importantes que la version essence. Mais même dans ce cas, il faudrait encore environ 5 ans pour amortir la 530e et plus de 14 ans pour la i5. Et n'oubliez pas, cela correspond à un scénario idéal pour l'hybride et l'électrique avec une recharge à domicile peu coûteuse. Si vous utilisez souvent des bornes publiques, cela peut revenir encore plus cher. Et je vous montrerai exactement à quel point plus tard. Mais avant ça, je veux comparer les performances de ces voitures pour voir si BMW dit la vérité sur leurs accélérations de 0 à 100 km/h. Cette 520i est censée faire le 0 à 100 km/h en 7,5 secondes, mais j'ai le sentiment qu'elle pourrait être nettement plus rapide. « 6,67 secondes, pas mal du tout. Bon, le bruit artificiel donne l'impression que c'est plus rapide que ça ne l'est réellement, mais oh, je retire ce que j'ai dit, c'est un bon temps. « 5,26 secondes. Et enfin, on arrive à la 530e, qui est censée faire le 0 à 100 km/h en 6,3 secondes. Mais il y a un hic, la batterie affiche 0 km d'autonomie. On a un mélange de bruit de moteur et de sons un peu étranges comme un effet de lavage. Résultat, 6,4 secondes, soit 1/10 plus lent que ce qu'annonce BMW, et seulement légèrement plus rapide que la 520i. Mais ça ne raconte pas toute l'histoire. Je me demande si en rechargeant un peu la batterie, elle serait plus rapide. Peut-être que j'aurai plus de puissance grâce au moteur électrique, ou alors elle garde déjà une réserve pour le mode hybride. Je vais rouler un peu en utilisant la récupération d'énergie pour essayer de recharger la batterie. Ce n'est pas très rapide, mais c'est quand même bien plus rapide que d'utiliser une borne publique, comme je le découvrirai plus tard dans la vidéo.
Voyons si je peux améliorer mon meilleur temps. Bon, on a récupéré un peu de charge. Voyons si ça change quelque chose. 6,28 secondes, ce n'est pas une énorme amélioration. J'ai donc demandé à BMW ce qui se passait. Ils ont confirmé que même lorsque la batterie indique qu'elle est vide, elle conserve une petite réserve pour fournir toute la puissance lors des fortes accélérations. Ce qui explique pourquoi les deux essais de 0 à 100 km/h sont très similaires. Mais alors, comment le poids supplémentaire de ces batteries influence-t-il les performances de freinage? Bon, je vais établir une référence en testant la voiture la plus lourde ici, la i5. Combien de mètres lui faut-il pour s'arrêter depuis 100 km/h? Je vais freiner fort. « 36 mètres. La 530e pèse à peu près ça. Voyons donc ce que ça donne au freinage. C'est parti. « 34 mètres. C'est mieux que la i5 pour l'instant. La plus légère devrait être avantagée, donc je m'attends à ce que la 520i gagne ce test puisqu'elle est encore plus légère. Allez, 36 mètres. Donc finalement, la 530e semble avoir le meilleur compromis entre freinage classique, freinage régénératif et poids total, ce qui explique pourquoi elle s'arrête sur la plus courte distance. Maintenant, je dois voir ses performances dans un second test de consommation. On va refaire exactement le même trajet qu'avant pour une comparaison équitable. La seule différence, c'est que cette fois, l'hybride a une batterie complètement vide. C'est donc le pire scénario possible pour la 530e. Mais même avec 0 km d'autonomie électrique, je pourrais peut-être encore utiliser le moteur électrique pour économiser du carburant. Bon, je ralentis. Là, j'ai un peu d'énergie électrique. Donc, quand je vais repartir, ça devrait être en bleu, plutôt qu'avec cette couleur rose étrange. Ce qui signifie que je roule en électrique et non avec le moteur thermique. Allez, je redémarre. Non, le moteur s'active directement. J'ai eu un petit coup d'électrique, mais c'est tout. En fait, je conduis maintenant comme avec un hybride classique, et non plus un hybride rechargeable. Donc, je pourrais quand même récupérer un peu d'énergie dans la batterie lors des freinages ou en descente. Cependant, il sera intéressant de voir combien de kilomètres je peux réellement récupérer en conduisant normalement. Je ne pense pas en récupérer beaucoup. Ça restera probablement proche de 0 en permanence. Mais on va voir. Oh, regardez ça! Je viens juste de lever le pied en passant de 97 à 64 km/h. Ça a rechargé la batterie et m'a donné 1,6 km d'autonomie. Donc maintenant, on va utiliser cette énergie et ça devrait améliorer la consommation. On est à 12,6 litres sur 100 km. Je pense que ça va augmenter maintenant. Et effectivement, ça monte parce que je roule en mode électrique en ce moment. Mais, ça n'a pas duré longtemps. L'électricité, oui, ce kilomètre a été utilisé en un instant. Et regardez, ça redescend déjà. Alors, à combien ce chiffre va-t-il se stabiliser? Est-ce que ça va se rapprocher de ce qu'a fait la 520i classique? C'est assez intéressant. Je conduis pratiquement cette voiture exactement de la même manière que lorsque j'étais en mode 100% électrique. Je sais que j'ai essayé d'éviter que le moteur thermique se déclenche, mais en réalité, je ne roule pas plus vite maintenant que je n'ai plus à m'en soucier. Donc, on devrait avoir une comparaison très équitable. Bon, on rejoint à nouveau l'autoroute. Je suis à une moyenne de 9,1 litres par 100 km. Donc, à vitesse constante, ce n'est pas idéal pour l'électrique, mais c'est justement là que le moteur essence devient avantageux. Regardez, ça augmente déjà. Voilà, c'est exactement ce que fait bien un moteur thermique, maintenir une vitesse constante. Et 520i, quelle est ta consommation actuelle? Un peu moins de 6,7 litres par 100 km. Ça pose vraiment la question. Pourquoi? Est-ce que ça va s'améliorer ou empirer? Quand on arrivera en ville, est-ce que je vais profiter du système hybride? Est-ce qu'il va compenser un peu? Je ne sais pas. On va le découvrir. Ça monte, ça monte. Bon, on a fait une grosse portion sur autoroute. Je suis maintenant à une moyenne de 7,3 litres par 100 km. Et 520i, quelle est ta consommation moyenne? 5,8 litres par 100 km. Oh, intéressant, j'ai clairement réduit l'écart. Franchement, ça marche mieux que ce que je pensais. Et i5, quelle est ta consommation moyenne d'énergie jusqu'à présent? Donc là, ça indique 6,6 km par kWh. Donc malgré le fait qu'on ait fait beaucoup d'autoroutes, où les voitures électriques sont normalement moins efficaces, la i5 s'en sort légèrement mieux que lors de mon premier test. Elle fait même nettement mieux que la i5 que j'avais testée l'an dernier, qui avait atteint 6,0 km par kWh. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cela peut être lié à la température. Aujourd'hui, les conditions sont idéales. Les voitures électriques fonctionnent mieux par temps chaud. Lorsque j'ai testé l'autre i5, il faisait beaucoup plus froid, ce qui a augmenté la consommation des équipements comme le chauffage de l'habitacle, mais aussi parce que les batteries sont moins performantes à basse température. Cependant, malgré ces conditions idéales pour notre test actuel, j'ai commencé à avoir un peu chaud dans le centre-ville d'Oxford. Oh, attendez. Oh non. Oups. Je sais, la route ne t'appartient pas. Tu devrais être là-bas, Marc.
Je sais, j'ai raté mon coup. Tu sais, parfois on se trompe. Désolé. Heureusement, il n'y a eu aucun dommage. Mais ça m'a fait penser à l'assurance, parce que c'est une grosse partie du coût d'utilisation d'une voiture. J'ai donc demandé des devis via GoCompare pour assurer chacune de ces voitures. Et voici combien ça coûte. Ces voitures reposent toutes sur la même plateforme. Alors pourquoi l'hybride est-elle plus chère à assurer? J'ai parlé avec GoCompare et ils m'ont expliqué que lorsque les assureurs calculent votre prime, l'un des principaux facteurs de risque est le coût des réparations en cas de sinistre. Les pièces pour les voitures essence sont généralement plus faciles à trouver et les garages sont bien plus habitués à les réparer. En revanche, les véhicules électriques et hybrides nécessitent souvent des composants spécifiques, moins disponibles sur le marché, ainsi que des techniciens spécialement formés pour effectuer les réparations. Tout cela entraîne des coûts plus élevés. Mais même si elle coûte plus cher à assurer, la complexité de la 530e présente aussi quelques avantages. Ça fait un moment que je roule en ville, dans des conditions de circulation lentes avec des arrêts fréquents, et ma consommation moyenne avec cette hybride rechargeable est de 7,5 litres sur 100 km. Elle n'a en fait pas beaucoup baissé par rapport à quand on roulait à vitesse constante, là où le moteur essence est le plus efficace. J'imagine que la voiture essence, 520i, quelle est ta consommation moyenne maintenant? Ma consommation moyenne est descendue à 45,6 miles par gallon, environ 6,2 litres par 100 km. Ça m'a donné un peu d'espoir de pouvoir réduire l'écart avant la fin du trajet. Et j'allais justement avoir une bonne surprise. C'est intéressant, même avec une batterie vide, on a réussi à parcourir 17 km sur les 57 km déjà effectués uniquement en électrique. Ça doit venir entièrement de la récupération d'énergie. Là, je suis à 90 km. Quand la voiture roulait uniquement en électrique, elle avait fait 90,6 km. Donc on va voir quelle est la consommation moyenne à ce moment-là. 90,6 km, 7,7 litres par 100 km. Et au total, 31,7 km parcourus en électrique, ce qui est assez impressionnant. Et toi, la 520i, tu fais combien? 6,3 litres par 100 km. Et la i5, quelle est ton efficacité? 6,3 km par kWh. Ces résultats sont très proches de ceux obtenus lors du premier trajet, ce qui signifie que c'est un test très équitable pour le système hybride de la 530e sans charge. Mais combien ce second trajet a-t-il réellement coûté? Eh bien, pour la i5 et la 520i, c'est le même coût que précédemment, mais sans aucune charge de batterie. Le coût de mon trajet avec l'hybride rechargeable est passé de 1,36 livres à 9,35 livres. Si vous parcourez 13 000 km par an sans jamais recharger votre hybride, cela vous coûtera environ 1135 livres de plus par an à l'usage. Et comme la consommation est pire que celle de la 520i, vous ne rentabiliserez jamais le surcoût à l'achat de l'hybride, peu importe le nombre de kilomètres parcourus. En revanche, c'est une toute autre histoire pour les conducteurs de voitures de fonction. Les avantages fiscaux pour les hybrides rechargeables sont tellement importants que vous pourriez rouler en 530e sur plus de 640 000 km sans jamais la recharger, soit environ 16 fois le tour du monde, et votre coût total, carburant plus taxes, resterait inférieur à celui d'une 520i. Mais si vous voulez économiser encore plus en la rechargeant réellement, vous pourriez rencontrer quelques problèmes. Maintenant, on va faire une course de recharge. La i5 peut charger jusqu'à 205 kW. On l'a branchée sur une borne 150 kW, car c'est la plus rapide disponible ici. L'hybride, lui, peut charger à 11 kW, car il ne supporte que la charge en courant alternatif. On l'a donc branché sur une borne 11 kW. Ce qu'on va faire, c'est envoyer la 520i à la station-service. Elle va faire le plein, puis revenir. Pendant ce temps, on va voir combien de kilomètres d'autonomie électrique on peut récupérer sur ces deux voitures. Bon, Rory, c'est prêt? Je suis prêt. Vas-y, paie. Non, là je n'obtiens rien. Voyons si ça marche. Celle-ci fonctionne? Oui. Bon, voilà le problème classique avec la recharge d'une voiture. Parfois, rien ne se passe comme prévu. Rory, la tienne fonctionne? Non. Tu veux qu'on en trouve une qui marche? Oui. Tu es prêt? Oui. D'accord. Voyons si on peut lancer la charge maintenant. Ça a marché. Voilà, en cours de traitement. Ça démarre. Oui, allez, la course est lancée. Ah, c'était une galère, un classique avec la recharge. Oh, regardez, il n'y a aucun endroit pour faire le plein. Oh non, que fait-on? Oh non, allons simplement mettre du carburant dans la voiture, comme des humains civilisés. Oh, j'aimerais que ça n'ait pas pris autant de temps. J'ai l'impression que ma vie s'écoule. Il ne charge qu'à 6 kW. Sur ZapMap, il est indiqué 11 kW. Pourquoi ne charge-t-il qu'à 6 kW? 100% à 22h59. Je ne crois pas que ça ait ajouté de charge. Il indique 0 km. Si seulement nous avions eu plus de temps ici. Il fait des bruits de charge, mais c'est tellement lent. Oh, coincé au feu rouge.
Mon Dieu, ça impacte notre course. J'aurais pensé récupérer au moins un petit kilomètre. Oh, attendez, ils sont là. Stop! Bonjour, stop le chronomètre. Vous vous êtes juste mis à ralentir devant moi. Bon, arrêtons la charge, c'est fini, c'est fini. Rory, voyons combien d'autonomie j'ai récupéré. Oh, regardez. Combien de kilomètres d'autonomie ça t'a ajouté sur ta voiture? Disons 59 kilomètres d'autonomie, 11 kilowatts. Et toi, combien de kilomètres as-tu ajouté à ta voiture? Oh, seulement 225 kilomètres. Combien de temps ça a pris? Moins de 5 minutes. Devinez combien de kilomètres j'ai récupéré? Je pense que tu en as ajouté 2. Qu'en penses-tu? Ça ne peut pas être moins de 16 kilomètres. Sûrement un. Un seul. C'est la pire course que j'ai jamais perdue. Et j'ai été encore moins content quand j'ai regardé combien je venais de dépenser. Ces bornes 11 kW coûtent 0,49 livres par kilowatt. Les bornes 150 kW que nous avons utilisées pour la i5 coûtent 0,79 livres par kilowatt. Et l'essence pour la 520i coûte 1,63 livres par litre. En se basant sur ces prix et les consommations que je viens d'enregistrer, la 520i est en fait la moins chère à utiliser. Sur un an et 13 000 km, elle vous coûtera 1240 livres en carburant. La i5 coûtera 380 livres de plus en électricité. Et même si vous conduisiez la 530e uniquement en mode électrique, cela coûterait toujours 110 livres de plus par an qu'une 520i. Et c'est peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles les versions hybrides et électriques de la série 5 ne conservent pas leur valeur aussi bien que la version essence standard. Voici combien vous pouvez vous attendre à perdre sur ces voitures si vous les achetiez neuves, puis les vendiez 3 ans plus tard avec 38 000 km compteur. Et cela ne laisse qu'une seule conclusion à tirer de tout ça. Si vous l'achetez en tant que particulier, je ne prendrai ni l'hybride rechargeable, ni la i5 toute électrique. Je garderai les choses simples, je choisirai la 520i, le bon vieux modèle essence. Exactement. Il semblerait que le moteur à combustion interne n'est pas encore mort.